Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Rencontre. Le 3 septembre, le grand rassemblement célébrant le 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste, marqué par un grand défilé militaire, s'est tenu sur la place Tiananmen à Beijing. Quelle est l'importance de ces activités commémoratives pour la Chine? Pourquoi ce souvenir de l'histoire est-il d'une importance capitale pour la préservation de l'ordre international d'après-guerre et la promotion de la paix mondiale? Quel rôle la Chine peut-elle jouer dans la préservation de la paix et de la sécurité dans le monde? Aujourd'hui, pour en discuter, nous avons le plaisir d'accueillir M. Wu Zexian, commentateur de CGTN français. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans notre émission. Alors, parmi tous les moments forts de cette cérémonie commémorative, quels sont ceux qui vous ont le plus marqué ou ému? D'abord, la présence de certains vétérans. Ils sont très âgés, mais ils ont participé à la guerre de résistance contre l'invasion japonaise. Il faut savoir qu'à l'époque, beaucoup de combattants ont perdu leur vie. Ils se sont sacrifiés pour défendre la patrie. Ce sont des martyrs que nous devons vénérer toujours. Et puis ceux qui ont vu finalement la victoire, avec le temps, beaucoup ont disparu malheureusement. C'est pour ça que nous avons vu un nombre plutôt restreint des vétérans qui étaient présents. On leur doit un très très grand remerciement. Bon, deuxièmement, le défilé avec tous ces armements modernes, impressionnants, de dernier cri. Bon, cela montre notre capacité de défense. Mais là, j'aimerais bien préciser que si on fait cette démonstration de force, ce n'est pas pour intimider les gens. C'est tout simplement pour nous défendre, pour montrer que nous avons la capacité de nous défendre, pour dissuader toute tentative d'agression. Troisième moment fort, j'ai vu cette jeunesse bien déterminée, les jeunes soldats qui ont fait le défilé, ils sont bien déterminés à défendre notre parti. Ça m'a laissé une très très bonne impression. Quatrième moment fort, la présence des dirigeants de beaucoup de pays qui étaient là. Cela montre que la communauté internationale reconnaît parfaitement la contribution décisive de la Chine à la victoire de la Deuxième Guerre mondiale. Parce que le théâtre de guerre à l'Orient, c'était en Chine. Cinquième moment fort, le discours du président, évidemment. Et justement, vous avez parlé du discours du président chinois lors de cette cérémonie et il a souligné, je cite, « On ne peut garantir et préserver la sécurité commune, éliminer la cause profonde de la guerre et empêcher la répétition des tragédies historiques que lorsque les nations du monde entier se traitent sur un pied d'égalité, vivent en harmonie et se soutiennent mutuellement. » Comment l'interprétez-vous? Évidemment. Le président avait aussi parlé qu'il faut s'attaquer à la racine, c'est-à-dire à la cause profonde de la guerre. Qui a provoqué la guerre? Ce sont des fascistes, des militaristes. Ce sont des gens qui cherchaient à dominer le monde. C'est là le problème. C'est pour ça que le président a parlé de ce principe à défendre, c'est-à-dire tous les pays du monde doivent se traiter d'égal à égal. Il faut respecter les autres. Les pays du monde doivent se respecter les uns les autres, au lieu de chercher à dominer les autres. Voilà. C'est là la cause profonde des choses. Je crois que le président ici a bien parler
de cela. Et quel regard portez-vous sur ce type de cérémonie commémorative organisée au niveau national? Quelle est son importance? Très important. C'est pour nous rappeler toujours du passé. C'est vrai que nous vivons aujourd'hui en Chine, dans un environnement de paix. Notre niveau de vie s'améliore chaque jour. Voilà. La jeunesse aujourd'hui ne connaît pas du tout les souffrances, les difficultés, les épreuves, la dureté de la guerre. Pas du tout. Ce genre de cérémonie, justement, est organisé dans le but de rappeler à toute la nation et surtout aux générations successives de jeunesse, pour les rappeler que la menace, le risque de guerre n'ont pas disparu. Il faut rester vigilant. Il faut avoir cette conscience. Voilà. Il faut toujours prêt à se défendre. Je crois que ce genre de cérémonie sert justement à ceci, pour que toute la nation, toutes les générations successives, surtout la jeunesse aujourd'hui, restent vigilants pour défendre la paix. Voilà. C'est vrai que nous vivons dans un environnement de paix, mais ce n'est pas quelque chose de spontané, naturel. Il faut défendre la paix. Sinon, on risque de perdre la paix. Et d'après vous, comment la jeune génération peut-elle s'approprier et transmettre l'héritage de l'histoire? Eh bien, justement, ce genre d'événement, évidemment, joue un rôle très important pour l'éducation de la jeunesse. Bon, mais à part ceci, il y a évidemment d'autres moyens pour éduquer les gens. Nous avons beaucoup de monuments commémoratifs. Dans la ville de mon enfance, la ville de Nanjing, il y a un monument commémoratif pour commémorer les victimes d'un massacre énorme qui a fait 300 000 tués dans ma ville d'enfance. Voilà. Vous voyez, ce genre de monument commémoratif rappelle à la population de Nanjing, à la jeunesse de Nanjing, mais aussi à tous les Chinois, parce que chaque année, au mois de novembre, on fait une cérémonie commémorative dans ce site pour rappeler l'histoire. Voilà. C'est un exemple. C'est un exemple de l'éducation de l'ensemble de la population, surtout de la jeunesse, pour qu'on n'oublie pas le passé. Il y a aussi d'autres activités. À Pékin, vous avez le musée commémoratif de la guerre de résistance contre l'invasion japonaise, parce que la grande offensive d'envergure lancée par les troupes japonaises pour envahir toute la Chine a été faite dans la banlieue de Pékin. Disons que les Japonais avaient déjà occupé tout le nord-est de la Chine bien avant. Mais en 1937, les Japonais ne se contentaient pas d'occuper le nord-est, ils ont voulu occuper toute la Chine et toute l'Asie. Donc, ils ont déclenché la guerre dans la banlieue de Pékin, et c'est dans ce site même que nous avons créé un musée commémoratif. Donc, c'est très intéressant, très éducatif. C'est un autre exemple de moyen de l'éducation. Et puis, partout en Chine, vous avez des monuments commémoratifs, soit dans les lieux de bataille, soit dans les lieux où des combattants sont tombés de façon héroïque sur les champs de bataille. Beaucoup de martyrs. Bon. Je crois que ce sont des moyens très efficaces
pour rappeler la nation chinoise, surtout aux générations successives de jeunesse, que la vie aujourd'hui est belle, mais il faut toujours savoir la défendre. Et justement, je viens de visiter les 2 mémoriaux que vous avez cités et on peut remarquer qu'aujourd'hui, ces mémoriaux accueillent chaque année de plus en plus de visiteurs, notamment les jeunes. Et les jeunes d'aujourd'hui s'intéressent de plus en plus à l'histoire. C'est vraiment impressionnant et immersif de visiter un mémorial sur place que à travers les manuels qu'on peut voir l'histoire. Et surtout, vous parlez de l'éducation. Aussi, par exemple, aujourd'hui, tous les 13 décembre ont été désignés comme journée nationale pour la commémoration des victimes du massacre de Nanjing. Il y a beaucoup de moyens de commémorer, de se souvenir de l'histoire, mais aussi pour promouvoir l'éducation des jeunes. Alors, dans le contexte aujourd'hui actuel, international, quels enseignements la mémoire de la Seconde Guerre mondiale peut-elle offrir pour repenser les relations entre les États et éviter les dérivés du passé, d'après vous? Justement, c'est ce que le président Xi avait dit. Il faut que tous les États se traitent de façon égale et égale. Il faut bien gérer les relations internationales. Voilà. C'est pour ça que le président Xi a lancé l'idée de la construction d'une communauté d'avenir partagée pour l'humanité. C'est-à-dire l'humanité entière, les êtres humains, vivent sur la même planète. Au lieu de s'entretuer, il faut que tous les êtres humains, toutes les nations dans ce monde vivent ensemble en paix, en harmonie, en entraide, en solidarité. Voilà. C'est là la raison. Voilà. Pourquoi il y a eu la guerre? C'est ce qu'on avait dit tout à l'heure. Parce que certains éléments, certaines forces, réactionnaires, fascistes, militaristes, veulent dominer les autres. C'est là le problème. Aujourd'hui, malheureusement, on est en train d'assister à une tendance à l'hégémonisme, à la politique du plus fort, à l'isolationnisme, au protectionnisme, à la politique de coercition. C'est un danger. C'est pour ça que nous ne pouvons pas relâcher nos vigilances. On a constaté, il y a peu de temps, les bombardements contre un pays souverain. C'est totalement inacceptable, quel que soit le prétexte. Bon. C'est pour ça que les relations internationales doivent être gérées sur la base de respect mutuel, de traitement d'égal à égal. Il faut que tous les pays du monde, justement, respectent la charte des Nations Unies. Les Nations Unies ont été créées justement à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en tirant la leçon de cette tragédie énorme. Il faut savoir qu'il y a eu plus de 100 millions de victimes pour la Deuxième Guerre mondiale. Rien qu'en Chine, c'est 35 millions. C'est terrible. Ce sont des vies humaines qui ont été fauchées. Bon. Alors, donc, il faut toujours observer ces principes régissant les relations internationales, à savoir respect mutuel, non-ingérence dans les affaires étrangères des autres, traitement d'égal à égal. Donc, l'idée du président Xi, la construction d'une communauté d'avenir partagé pour l'humanité, c'est la solution. C'est la solution. Et le président Xi a lancé toute une série d'initiatives mondiales pour le développement, pour la sécurité, pour les échanges entre les civilisations.
il y a quelques jours, il a lancé à l'occasion du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, il a lancé aussi l'initiative de gouvernance mondiale. C'est très important. C'est très important. Il ne faut pas laisser le monde dans l'anarchie. Il faut avoir une bonne gouvernance mondiale, s'appuyant sur justement la Charte des Nations Unies. Il faut respecter les règles internationales. Et d'après vous, comment la compréhension de l'histoire de la résistance chinoise contre l'agression japonaise contribue-t-elle à mieux saisir les trajectoires de développement de la Chine contemporaine? Il faut justement se rappeler de ce que j'ai dit tout à l'heure. La Chine a connu justement cette période douloureuse, mais le peuple chinois a fait preuve d'héroïsme, de courage. Et finalement, nous avons pu remporter la victoire totale. Et cette victoire totale, justement, a permis à la Chine de pouvoir se redresser. Le président Xi, dans son discours, a qualifié cette victoire d'un tournant de l'histoire contemporaine de la Chine, qui a marqué justement un nouveau début de renaissance de la Chine. Après, le peuple chinois a pu se redresser, construire le pays, et le parcours, évidemment, n'était pas facile. Vous savez, après la victoire de la guerre de résistance contre l'invasion japonaise, il y a eu quelques années de guerre civile, et puis en 1949, c'est la naissance de la République populaire de Chine, la Chine nouvelle. Ça a marqué un tout début d'une nouvelle ère, et cela a permis à la Chine de s'industrialiser. Parce que si la Chine a été l'objet d'attaques de toutes les puissances étrangères, c'est parce que, avec le déclin de la dernière dynastie des Qing, la Chine a connu un retard dans le processus d'industrialisation, de modernisation. Et du coup, sur le plan militaire, la Chine était faible. Mais et malgré ceci, la Chine a finalement remporté la victoire, mais les Chinois étaient très conscients de la nécessité de moderniser le pays, d'industrialiser le pays d'abord. C'est pour ça qu'après la naissance de la Chine nouvelle, tout de suite, dans les années 50, on a fait de très très gros efforts pour jeter une base industrielle en Chine. Et ce qui a joué un rôle très important pour la modernisation, la grande modernisation qui a été commencée à la fin des années 70 avec la politique de réforme et d'ouverture. Alors, cette politique de réforme et d'ouverture a donné des effets spectaculaires. La Chine a connu un développement, une croissance tellement rapide qu'on voit aujourd'hui, le niveau de vie de la population s'améliore chaque jour. La Chine est devenue la deuxième économie du monde. Tout ce parcours a montré que la paix est importante. Il faut résister à toute agression étrangère. Lorsqu'on a la paix, on a la possibilité de se développer. Et pensez-vous que cette expérience de la résistance chinoise et du développement chinois peut-elle inspirer le reste du monde? Tout à fait, tout à fait. La Chine joue un rôle très important sur la scène internationale, aussi bien pour la paix que pour le développement. En tant que pays membre permanent du Conseil de sécurité, la Chine fait entendre sa voix, aussi bien pour la Chine que pour tous les pays en développement. La Chine est le plus grand contributeur à propos de l'envoi des casques bleus pour les missions de maintien de la paix de l'ONU parmi les pays membres permanents du Conseil de sécurité.
La Chine est aussi le deuxième grand contributeur, ou le plus grand pays contributeur financier parmi les pays en développement. Deuxième grand pays contributeur parmi tous les pays du monde. Donc la Chine prend sa responsabilité pour défendre la paix dans le monde. La Chine offre des médiations, propose toujours des solutions pacifiques, des règlements pacifiques pour des conflits. Et pour le développement, la Chine fait énormément d'efforts à travers les différentes plateformes de coopération. La Chine a lancé l'initiative ceinture et route. Beaucoup de pays adhèrent à cette initiative, qui couvre beaucoup de projets de coopération, surtout dans le domaine d'infrastructure. Entre autres, évidemment, il y a d'autres projets qui sont réalisés dans le cadre de cette initiative ceinture et route. Mais il y a aussi d'autres plateformes très connues. Par exemple, le Forum de coopération Chine-Afrique. L'année dernière, il y a eu un sommet. Alors, les dirigeants de 53 pays africains sont venus à Pékin pour ce sommet afin de discuter des projets à réaliser. Parce que chaque fois qu'il y a ce genre de sommet ou ce genre de réunion, ce n'est pas pour bavarder. Chaque fois, il y a des projets précis, définis, acceptés, et ensuite réalisés. Il y a non seulement la plateforme de forum de coopération Chine-Afrique, il y a aussi le forum de coopération Chine-Amérique latine, mais aussi le forum de coopération Chine-Monde arabe. Bon, toutes ces plateformes de coopération travaillent efficacement, produisent des effets concrets, c'est-à-dire la réalisation des projets d'infrastructure ou des projets industriels ou agricoles très précis, y compris dans les domaines de santé, de l'éducation, des échanges entre les peuples. Ce sont des plateformes qui servent justement au développement. Pour la Chine, nous favorisons le développement partagé, c'est-à-dire, pour nous, notre vision, c'est que... Gagnant-gagnant. Voilà, tout à fait, gagnant-gagnant. C'est-à-dire, la Chine se développe vite, mais nous savons très bien qu'aujourd'hui, dans ce monde, aucun pays ne peut se développer seul. Il y a une interdépendance de fait inévitable. Donc nous favorisons des échanges, la coopération, au lieu de protectionnisme, l'isolationnisme. Mais malheureusement, dans ce monde, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est en train d'assister à une certaine tendance au protectionnisme, à l'isolationnisme. Mais je crois que tous les pays en développement s'opposent à ceci. La Chine au premier rang. Pour conclure cette émission, découvrons ensemble les impressions et les analyses de plusieurs de nos invités sur ces commémorations du 80e anniversaire de la victoire de guerre de résistance du peuple chinois contre l'agression japonaise et de la guerre mondiale antifasciste. Le défilé militaire auquel nous venons d'assister me paraît être un beau symbole. Symbole à double titre. Symbole d'abord des sacrifices immense consentie par le peuple chinois dans sa lutte durant la Seconde Guerre mondiale contre, l'invasion japonaise et contre le fascisme. L'autre symbole me paraît être aussi un symbole de paix, puisque en commémorant la victoire, la Chine veut souligner l'importance de prévenir le retour de la guerre et de construire un ordre international basé sur la coopération et le respect mutuel. Le peuple chinois, dans la lutte contre l'invasion japonaise et contre, le fascisme, a joué un rôle décisif.
Les résistants chinois ont mobilisé d'importantes ressources militaires japonaises, ce qui a permis d'alléger la pression sur les fronts européens et pacifiques. Aujourd'hui, le monde est confronté à des défis communs. Des changements climatiques, les inégalités entre les régions, les inégalités sociales, les conflits régionaux, l'instabilité économique. Et l'initiative de gouvernance mondiale qui a été proposée par le président Xi vise à promouvoir un meilleur multilatéralisme où les pays peuvent participer, qu'ils soient grands ou petits. L'important, me paraît-il, est que l'on mette en avant la coopération, la solidarité, le développement partagé, ce qui est essentiel pour construire un avenir stable et harmonieux. La présence également lors du sommet de Tianjin du secrétaire général de l'ONU est aussi un signe que les institutions internationales soutiennent ce type d'initiative du président chinois. C'est grâce à la résistance héroïque du peuple chinois de 1931 à 1945 que le militarisme japonais a finalement été vaincu, en même temps, très peu de temps après en tout cas, que ne le furent l'Allemagne hitlérienne et l'Italie fasciste. Donc c'est un événement majeur parce que c'est pour la Chine la démonstration qu'elle a joué un rôle important dans la défaite de ses ennemis de l'humanité qu'étaient les forces fascistes et qu'elle contribue encore aujourd'hui, après avoir contribué à la défaite du fascisme mondial en 1945, à jeter les bases d'un monde multipolaire, d'un monde pacifié, dans lequel les relations internationales sont gouvernées par la loi internationale et non par la loi du plus fort. Comme l'a rappelé le président Xi Jinping, la Chine veut être, et elle est, du bon côté de l'histoire, puisqu'elle ne pratique ni l'unilatéralisme, ni l'hégémonisme, mais au contraire le multilatéralisme, la concertation avec ses partenaires, la négociation pour tenter de mettre fin au conflit lorsqu'il y en a, sachant que la Chine, grande puissance pacifique, qui a démontré aujourd'hui sa puissance militaire, est un pays qui n'a participé à aucun conflit armé depuis 45 ans. C'est un pays qui a une politique pacifique, une politique de coopération internationale, qui a su, à travers les nouvelles routes de la soie, à l'initiative La Ceinture et la route Ida-Ilou, bâtir un véritable partenariat planétaire avec plus de 130 pays. Donc la Chine joue un rôle éminemment positif dans la construction d'un monde multipolaire, d'un monde régi par la loi et non par la force. Et la démonstration de force que fait la Chine est précisément mise au service de cet objectif fondamental qui est d'asseoir les bases d'un monde plus juste, d'un monde plus serein, d'un monde dans lequel les nations, dans le respect mutuel de leurs différences, sont capables de coopérer et de faire avancer l'humanité vers davantage de progrès. Car il y a aujourd'hui des défis à relever, des défis économiques, sociaux, environnementaux, culturels qui sont considérables et qui nécessitent ce que le président Xi Jinping a appelé une gouvernance mondiale. Les problèmes du monde doivent être traités par les nations du monde réunies autour d'un même objectif et naturellement, c'est l'Organisation des Nations Unies qui est la reine naturelle de cette vaste concertation internationale à laquelle la Chine, puissance pacifique, apporte pleinement sa part. Merci à ces invités pour leurs analyses et merci également à M. Wu d'avoir participé à cette émission. C'est un plaisir. Voilà, c'est la fin de cette émission Rencontre. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine.